au sein d'une maison de campagne centenaire, blottie parmi les collines vallonnées de Gordes, en pleine Provence, une femme d'un certain âge luttait pour maintenir vivante une étincelle de douceur face à la routine hostile de son propre foyer. Derrière les fenêtres à volets azur, emblématiques de la région, sa belle-fille, d'une élégance rigide, cachait une cruauté qui grandissait de jour en jour, à l'insu de son fils si souvent en déplacement. Quand la violence, tant morale que physique, atteignit son apogée et que tout espoir semblait perdu, une jeune employée, engagée de façon imprévue, se mit à changer le destin de chacun. Ce que cette femme pleine de courage allait découvrir entre les murs de pierre de cette bâtisse pouvait non seulement sauver des vies, mais aussi mettre en lumière jusqu'où le silence d'une mère peut aller, par amour pour son propre enfant. Ce récit a-t-il éveillé votre intérêt? Pensez à vous abonner à notre chaîne et indiquez-nous de quelle ville vous nous écoutez. Continuons. Je vous assure que ce sera la plus belle histoire que vous aurez jamais entendue. La lumière dorée du soleil de l'après-midi baignait les jardins impeccablement soignés qui entouraient le domaine des Oliviers, une propriété ancestrale nichée non loin de Gordes, dans le décor féerique de la Provence. La maison de maître, avec ses murs de pierre d'une teinte ocre chaleureuse et ses fenêtres en bois sombre, avait su préserver le charme authentique des Bastides provençales, avec ses vastes terrasses ombragées et ses plafonds élevés. Les champs de lavande en pleine floraison qui longeaient l'allée d'entrée exhalaient un parfum envoûtant, annonçant l'apogée de l'été. Alors que l'arôme des croissants tout juste sortis du four se diffusait depuis la cuisine, Marie, une femme de 73 ans, s'occupait avec une attention infinie de ses orchidées sur la terrasse latérale. Sa chevelure d'un blanc pur était soigneusement arrangée en un simple chignon, et ses mains, qui portaient les marques du temps, se déplaçaient avec une grâce experte au milieu des fleurs délicates. En dépit de son âge et d'une fragilité visible, une étincelle de vie brillait dans ses yeux marrons, en contraste saisissant avec sa posture quelque peu courbée. De temps en temps, son regard se perdait vers l'horizon, comme si elle y cherchait quelque chose au-delà des courbes du Luberon qui ceignait la propriété. À l'autre bout du jardin, la petite Chloé, à peine âgée de 6 ans, s'amusait avec un jeune labrador. Ses boucles dorées volaient au rythme de ses jeux et son rire limpide résonnait dans l'atmosphère douce de l'après-midi. Marie laissa échapper un sourire en regardant sa petite fille, son cœur empli de la chaleur que procure la pureté d'une telle joie. « Mamie, regarde ce que Toby a déniché !» lança Chloé en se précipitant vers sa grand-mère, tenant une petite plume bleue au creux de sa main. « C'est merveilleux, ma chérie. » Elle vient sûrement du rouge-gorge qui a élu domicile dans le Grand Chêne, lui répondit Marie, se baissant avec une certaine peine pour être à sa hauteur. Ce moment de tendresse fut brutalement interrompu par l'arrivée de Sandrine, la mère de Chloé et belle-fille de Marie. Grande, racée, la chevelure noire parfaitement lissée et habillée de vêtements de haute couture, Sandrine détonnait complètement dans ce cadre champêtre. Son visage, d'une beauté distante et maîtrisée, se crispa en constatant la complicité entre la grand-mère et sa petite-fille. « Chloé, je t'ai déjà interdit de courir de la sorte. Tu vas abîmer ta robe neuve, » déclara Sandrine d'un ton mesuré mais acéré. « Et vous, Marie, vous feriez mieux de ne pas l'inciter à ramasser n'importe quoi dans le jardin. On ne sait jamais quelle maladie ces animaux peuvent véhiculer. » Marie se releva doucement, son sourire s'évanouissant. « Je t'en prie, Sandrine. » Nous ne faisions qu'admirer une plume qu'elle avait trouvée. « Rentre immédiatement, Chloé. C'est l'heure de prendre ton bain, » trancha Sandrine. La fillette, percevant la tension ambiante, baissa les yeux et obtempéra, non sans jeter un regard chargé de tristesse à sa grand-mère. Une fois Chloé partie, Sandrine s'avança vers Marie. Son parfum onéreux satura l'air entre elles, comme une frontière invisible. « Il serait temps que vous compreniez quelle est votre place ici, » siffla-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous êtes là par la seule bienveillance de mon mari, et pour aucune autre raison. Cessez de vous immiscer dans l'éducation de ma fille. » Marie sentit une oppression dans sa poitrine, mais elle ne dit rien. Cela faisait des mois qu'elle endurait les remarques acerbes de sa belle-fille, depuis le jour où son fils Nicolas avait insisté pour qu'elle quitte sa charmante maison d'Honfleur pour s'installer avec eux au domaine. Après une chute et une fracture de la hanche, sa rééducation avait été longue, et sa dépendance, plus pesante encore. « Nicolas revient de Paris aujourd'hui », annonça Sandrine, changeant de sujet de façon déconcertante. « Tâchez d'être présentable pour le dîner. Je n'ai aucune envie qu'il trouve sa mère avec l'allure d'une simple paysanne. » Avant que Marie ait pu formuler une réponse, le son de l'eau s'écoulant dans la cour se fit entendre. Monique, la cuisinière fidèle à la famille depuis de nombreuses années, était en train de remplir un ancien lavoir en pierre pour nettoyer des légumes du potager.
Saisissez l'occasion pour vous laver les cheveux, Marie, lança Sandrine avec une impulsion soudaine. On dirait du foin. Sans crier gare, Sandrine attrapa le bras de sa belle-mère et l'entraîna de force vers le lavoir. Marie, prise par surprise, n'eut pas le réflexe de se défendre. Elle sentit les mains puissantes de Sandrine se refermer sur sa nuque et plonger sa tête dans l'eau glaciale. La brutalité de l'acte la laissa sans voix. L'eau pénétra dans son nez, dans sa gorge, tandis qu'elle se débattait en vain. « C'est pour votre bien, chère belle-mère » articulait Sandrine, la maintenant sous l'eau. « Une femme de votre âge se doit de prendre soin de son apparence. » Monique, horrifiée, laissa choir ses légumes et se rua pour aider sa patronne. « Au nom du ciel, Madame Sandrine, vous allez lui faire mal. » Précisément à cet instant, une voiture se rangea devant la maison. Nicolas Delacroix, un homme grand, à la carrure sportive malgré ses 45 ans, sortit en hâte de son véhicule, en costume impeccable, une serviette en cuir à la main. Alerté par les cris, il se précipita vers l'arrière de la bâtisse et découvrit la scène effroyable, sa femme maintenant la tête de sa mère dans le lavoir pendant que la cuisinière tentait de s'interposer. « Sandrine, mais que se passe-t-il ici ?» hurla Nicolas en se jetant en avant pour écarter sa femme et aider sa mère. Marie refit surface, secouée de quintes de toux violentes, le visage écarlate, ses cheveux blancs plaqués sur le crâne, les yeux dilatés par la panique. Nicolas la prit dans ses bras alors qu'elle luttait pour retrouver son souffle. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, » répondit Sandrine, arborant aussitôt un masque d'innocence. « Ta mère souhaitait se laver les cheveux pour se faire belle ce soir. Je lui donnai un coup de main. Elle a glissé, n'est-ce pas, Marie ?» La vieille dame, encore sous le choc, ne pouvait émettre un son. L'eau ruisselait sur son visage, se mêlant à des larmes muettes. Ses yeux, cependant, exprimaient une terreur que Nicolas ne lui avait jamais connue. « Maman, tu vas bien ?» S'enquille, plein d'angoisse, tout en l'aidant à s'asseoir sur un banc de pierre. « Oui, oui, mon garçon » parvint-elle enfin à murmurer d'une voix cassée. Ce n'était qu'un accident. Nicolas promena son regard de sa mère à sa femme, un doute grandissant en lui. Il connaissait Sandrine depuis 15 ans, depuis ce coup de foudre à l'université. Elle était magnifique, pleine d'ambition, volontaire. Ils s'étaient mariés sitôt leur diplôme en poche, et il avait rapidement repris les rênes de l'entreprise familiale, une maison d'exportation de vin fondée par son père. Le succès de l'entreprise l'avait contraint à des voyages de plus en plus fréquents, laissant à Sandrine la charge de la maison et du domaine. « Monique, je vous en prie, aidez ma mère à se mettre au sec » demanda Nicolas. La cuisinière obtempéra, non sans lancer un regard plein de sollicitude à Marie. Une fois seul avec sa femme, Nicolas la dévisagea. « Que s'est-il réellement passé, Sandrine ? » « Je te l'ai déjà expliqué, mon amour. Ta mère voulait se faire les cheveux. J'ai voulu l'assister. Elle a perdu l'équilibre. Tu sais bien que les personnes âgées sont instables. » Nicolas garda le silence, scrutant le visage parfaitement fardé de sa femme, à la recherche du moindre indice de mensonge. « Je sais combien tu tiens à ta mère, » poursuivit-elle en s'approchant pour réajuster sa cravate. « Et moi aussi, malgré nos petites divergences. C'est toi, après tout, qui as insisté pour qu'elle s'installe ici, n'est-ce pas? Et si j'ai accepté, c'est par amour pour toi. » Nicolas prit une grande inspiration, s'efforçant d'effacer de son esprit la scène traumatisante. Peut-être qu'il voyait le mal partout. Peut-être n'était-ce réellement qu'un accident. « Je vais aller me changer pour le repas, » dit-il enfin. « On en reparlera. » En regagnant la maison, Nicolas ne parvenait pas à se défaire de l'idée que quelque chose de malsain couvait dans ce domaine qu'il chérissait. Ce lieu qui avait toujours été pour lui un havre de paix, loin de l'agitation parisienne, semblait désormais abriter des secrets qu'il redoutait de percer à jour. Il leva les yeux vers les fenêtres de l'étage, où sa mère devait être en train de se remettre de ses émotions, et une vague de culpabilité le submergea. Ne négligeait-il pas quelque chose d'essentiel, absorbé par son travail? En entrant, le rire de Chloé lui parvint de sa chambre. Au moins, sa fille paraissait épanouie et choyée. C'était bien un signe positif, non? Mais l'image de sa mère, trempée et hagarde, revenait sans cesse le hanter. Et si ce n'était pas un événement isolé? Et si des choses bien pires se déroulaient en son absence? Le lendemain matin, la vie reprit son cours au domaine des Oliviers. L'odeur des croissants chauds envahit les couloirs,
se mariant à celle du pain de campagne que Monique cuisait depuis l'aube. Dans le jardin, Monsieur Juvénal, le jardinier aux mains expertes et au sourire bienveillant, s'occupait des rosiers avec la passion de celui qui connaît chaque fleur par son nom. Marie était installée sur la terrasse, une tasse de verveine entre les mains. Sa nuit avait été agitée. L'incident de la veille laissait des traces, une toux sèche et une oppression qui n'était pas que physique. Elle portait une simple robe en coton à fleurs et ses cheveux, une fois secs, étaient noués en ce même chignon discret. « Bonjour, maman. » La voix profonde de Nicolas la fit sursauter. « Tu te sens mieux ce matin ?» Marie se retourna, esquissant un sourire. « Bonjour, mon fils. »« Ça va, ne t'en fais pas. » Nicolas approcha une chaise et s'installa près d'elle. Vêtu d'une tenue décontractée, il paraissait moins formel que la veille. Il examina ce visage ridé qu'il aimait tant, notant les cernes marquées et une légère échymose sur la finesse de son cou. « Tu en es certaine, maman ? Ce qui s'est passé hier m'a vraiment préoccupée. » Marie laissa son regard errer vers les collines. Comment avouer à son fils que sa vie au domaine des Oliviers était devenue un enfer ces derniers mois? Comment lui faire comprendre que l'épisode du lavoir n'était qu'un parmi tant d'autres? Que Sandrine la harcelait au quotidien par de petites méchancetés, des humiliations déguisées en bousculades involontaires, des plats servis froids ou trop salés. C'était juste un moment de maladresse, Nicolas, finit-elle par dire. Ta femme ne voulait que m'aider. Tu sais bien que je peux être têtu. Nicolas laissa échapper un soupir, sans être totalement rassuré. Maman, je sais que mes absences sont pesantes. Ces nouveaux contrats avec le marché asiatique m'obligent à beaucoup voyager, mais je te promets d'essayer d'être plus présent à l'avenir. Je ne veux surtout pas être un obstacle à ton travail, mon fils. Tu as bâti tout cela à la force de ton poignet. Tu n'es jamais un obstacle, maman. C'est toi et papa qui avez jeté les bases de tout ça. Je ne fais que poursuivre votre œuvre. L'évocation de son défunt mari, Jean Delacroix, fit briller une lueur de nostalgie dans le regard de Marie. Il l'avait quitté 8 ans plus tôt, emporté par une crise cardiaque. Depuis, elle avait vécu seule à Honfleur, jusqu'à cette fameuse chute. D'ailleurs, ajouta Nicolas, j'ai recruté une nouvelle employée pour seconder Monique. Elle doit arriver cet après-midi. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir un peu d'aide supplémentaire, surtout quand je ne suis pas là. Avant que Marie ait pu répondre, Sandrine fit son apparition sur la terrasse, parfaite dans sa tenue de yoga de luxe, ses cheveux coiffés en une queue de cheval impeccable. Chloé, en uniforme d'écolière, gambadait à ses côtés. « Bonjour à tous !» lança Sandrine avec un sourire éclatant. Elle s'approcha de Nicolas pour l'embrasser. « Mon chéri, tu as pris ton petit déjeuner? Monique a fait les gougères que tu aimes tant. »« Papa !» s'écria Chloé en se jetant à son cou. « C'est toi qui m'emmènes à l'école aujourd'hui? » Bien évidemment, ma puce, répondit Nicolas en la serrant contre lui. Sandrine se tourna alors vers Marie, son sourire toujours en place mais ses yeux restant froids. « Comment allez-vous aujourd'hui, Marie? J'espère que l'émotion d'hier s'est dissipée. » La vieille dame se contenta d'un signe de tête pour éviter toute confrontation. « Je vais bien, merci. » Fantastique, rétorqua Sandrine d'un ton faussement enjoué. « Nicolas, mon amour, il faut y aller. Chloé va être en retard et tu as promis de l'accompagner, souviens-toi. » Nicolas déposa un baiser sur le front de sa mère avant de se lever. « On se reparle tout à l'heure, maman. Repose-toi. » À peine Nicolas et Chloé eurent-ils tourné le dos, Sandrine se rapprocha de Marie, se penchant vers elle comme pour lui réajuster une mèche de cheveux. Son parfum capiteux l'enveloppa d'une aura étouffante. « J'ose espérer que la leçon d'hier a été retenue, » lui glissa-t-elle à l'oreille, le sourire aux lèvres. « La prochaine fois, il se pourrait que votre cher fils n'arrive pas à temps pour vous sauver. » Marie sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Avant qu'elle ait pu réagir, Nicolas et Chloé revinrent et Sandrine s'éloigna, reprenant son rôle d'épouse et de mère modèle. Le reste de la matinée s'écoula lentement pour Marie. Elle se réfugia dans sa chambre à l'étage, se plongeant dans un vieil album photo. Des souvenirs d'une époque plus heureuse. Elle et Jean, jeunes, la naissance de Nicolas, ses premiers pas, les fêtes au domaine lorsque les vendanges étaient exceptionnelles. Comme tout avait changé. Vers 15 heures, le bruit d'un moteur la tira de ses pensées. Par la fenêtre,
elle aperçut une petite Citroën 2CV rouge se garer. Une jeune femme en descendit, un sac à dos sur l'épaule, des cheveux bruns bouclés en une queue de cheval un peu folle, le teint hâlé, vêtue simplement mais proprement. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans. Marie regarda Sandrine sortir l'accueillir. Même de loin, elle pouvait deviner l'attitude condescendante de sa belle-fille, sa façon de la dévisager de la tête aux pieds. La jeune femme, cependant, ne se laissa pas démonter et répondit avec politesse aux questions de Sandrine. Quelques instants plus tard, Monique frappa à la porte de la chambre de Marie. « Madame Marie, la nouvelle est arrivée. Madame Sandrine voudrait que vous descendiez la saluer. » Dans le salon, avec son mobilier ancien en noyer et ses miroirs de Venise, Sandrine était installée dans un fauteuil, telle une reine sur son trône. La jeune femme se tenait debout, les mains jointes, dans une attitude respectueuse. « Ah, Marie, vous voilà enfin, » dit Sandrine en voyant entrer la vieille dame. « Je vous présente Manon, la nouvelle employée engagée par Nicolas. Manon, voici Marie, ma belle-mère. Vous aurez aussi à vous occuper d'elle, c'est bien compris? Sa toilette, ses médicaments, toutes ces choses liées au grand âge. » Manon adressa un sourire chaleureux à Marie. « Je suis ravi de vous rencontrer, madame. »« Le plaisir est partagé, ma chère enfant, » répondit Marie, se sentant immédiatement en sympathie avec elle. « Bien, je vous ai montré votre chambre, Manon, » poursuivit Sandrine. « Elle est dans l'aile du personnel, près de celle de Monique. Vous prendrez vos repas après nous et votre jour de congé sera le dimanche, en alternance avec Monique pour qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison. Avez-vous des questions? Non, madame, c'est très clair. Excellent. Vous pouvez commencer par mettre de l'ordre dans la chambre de Chloé. Monique vous indiquera où trouver le nécessaire. Une fois Manon et Monique sortis, Sandrine se tourna vers Marie, son amabilité de façade s'étant évaporée. J'espère que vous n'allez pas trop vous lier d'amitié avec cette nouvelle. Elle est payée pour travailler, pas pour écouter vos radotages. Je n'ai fait que la saluer, Sandrine, répondit Marie, épuisée. Je sais parfaitement comment vous manipulez le personnel pour vous faire passer pour une victime, rétorqua Sandrine en se levant. Mais n'oubliez jamais que c'est moi qui dirige cette maison. Nicolas a beau en être le propriétaire légal, en réalité, c'est ma volonté qui fait loi ici. Marie ne dit rien. L'expérience lui avait enseigné que toute confrontation avec sa belle-fille était vaine. Sandrine, satisfaite de ce silence qu'elle interprétait comme une soumission, quitta la pièce, le claquement de ses talons sur le plancher de bois résonnant dans la maison. Le soir, au dîner, une fausse harmonie régnait dans la salle à manger du domaine des Oliviers. Nicolas, en bout de table, parlait avec passion de ses projets d'expansion vers les marchés asiatiques. Sandrine, à sa droite, souriait et intervenait avec à-propos. Chloé, près de sa mère, jouait avec le contenu de son assiette. Marie, à la gauche de son fils, mangeait en silence, ne touchant que de petites quantités du repas préparé par Monique. La nouvelle employée, Manon, allait et venait avec discrétion, apportant les plats et débarrassant la table. Ses gestes étaient précis mais empreints de chaleur, sans la servilité excessive que Sandrine attendait habituellement. En servant un verre d'eau à Marie, leurs regards se sont croisés un instant et la vieille dame a décelé chez cette jeune femme quelque chose de différent, une intelligence vive et une capacité à voir au-delà des apparences. « Alors, comment s'est déroulée votre première journée, Manon ?» demanda Nicolas, toujours affable avec ses employés, une qualité héritée de son père. Avant même que la jeune femme ait pu répondre, Sandrine coupa court. « Mon chéri, ce genre de questions ne se pose pas à table. Manon est encore en phase d'adaptation. » « Pardon » sourit Nicolas en se tournant vers sa fille. « Et toi, Chloé, comment était ta journée à l'école ?» Pendant que la petite racontait sa leçon de sciences, Manon s'éclipsa dans la cuisine. Marie observa sa belle-fille, qui affichait un sourire impeccable tout en lui broyant le poignet sous la table, avec une force qui laisserait des marques. Une semaine s'était écoulée. Manon s'était vite intégrée, gagnant la confiance de Monique qui lui avait transmis tous les secrets de la maison, quels produits utiliser pour tel meuble, comment naviguer les humeurs de Sandrine, les goûts de chacun. Nicolas était retourné à Paris, non sans avoir longuement parlé à Manon avant son départ, lui confiant le soin de veiller sur sa mère. « Ma mère n'est plus toute jeune », lui avait-il confié dans son bureau. « Je crois qu'elle se sent un peu seule ici. Son indépendance d'autrefois lui manque. »« Je comprends, monsieur »,
avait répondu Manon. Je ferai tout mon possible pour qu'elle se sente bien. Merci. Sandrine fait ce qu'elle peut, mais entre Chloé, la maison et ses propres activités, elle n'a pas toujours le temps de s'occuper de ma mère. Manon avait simplement hoché la tête, gardant pour elle ses premières observations sur les dynamiques familiales. Dimanche matin, pour son premier jour de repos, Manon décida de se rendre à pied au village voisin. Le temps était magnifique, baigné de cette lumière dorée si particulière à la Provence. En jean et basket, elle emprunta le chemin de terre qui menait du domaine au village, savourant le calme et la beauté du paysage. Manon n'avait pas eu une vie facile. Orpheline à 12 ans, elle avait grandi en foyer d'accueil. Studieuse et déterminée, elle avait obtenu une bourse pour des études de pédagogie, fraîchement diplômée. Ce travail au domaine n'était qu'une étape, un moyen de financer ses projets en attendant les résultats du concours de l'éducation nationale. Au village, avec ses maisons pittoresques et sa petite église romane, Manon s'installa à la terrasse d'une boulangerie pour un café croissant, un livre de Marcel Pagnol à la main. À la table d'à accent grave côté, deux dames âgées chuchotaient, mais pas assez bas pour que Manon n'entende pas. Avez-vous remarqué l'air triste de Madame Marie à la messe, la semaine dernière? Dit l'une. Je me souviens du temps où elle et son défunt mari, Monsieur Jean, venaient chaque dimanche avec le petit Nicolas. Elle était si pétillante, si pleine de vie. Hélas, oui, répondit l'autre. On dit que la belle-fille est une vraie peste. Belle et élégante, certes, mais avec un regard qui ne trompe pas. J'ai travaillé chez des gens riches, je sais reconnaître une mauvaise personne. Et le pire, c'est que ce pauvre Nicolas est toujours en voyage. C'est un homme bon, mais tellement pris par son travail. Il ignore sûrement ce qui se passe en son absence. Et que se passe-t-il donc? Sans qui la première? Eh bien, ma nièce a travaillé là-bas un mois, avant de se faire congédier sans ménagement. Elle m'a raconté avoir vu cette Sandrine humilier Madame Marie, lui cacher ses médicaments, lui servir des plats froids exprès. Des petites choses, voyez-vous? Celles qui ne laissent pas de traces visibles, mais qui vous minent de l'intérieur. Manon fit semblant d'être absorbée par sa lecture, mais chaque mot confirmait ses propres doutes. De retour au domaine en fin d'après-midi, elle trouva Chloé jouant seule dans le jardin, sous la surveillance de Monique qui étendait du linge. Sandrine, partie déjeuner avec des amis, n'était pas encore rentrée. Manon! S'écria la petite en l'apercevant. Regarde mon dessin pour mamie. Chloé lui tendit une feuille colorée représentant deux personnages se tenant la main, l'un petit, l'autre plus grand aux cheveux blancs. C'est très joli, Chloé. Sourit Manon. Ta grand-mère va être ravie. Où est-elle? Dans sa chambre, informa Monique. Elle ne se sent pas très bien. Elle se plaignait de douleurs dans la poitrine. Inquiète, Manon monta à l'étage et frappa à la porte de Marie. Entrez, dit une voix faible. La pièce était sombre, les rideaux tirés. Marie était allongée, un châle sur les épaules malgré la chaleur. Elle paraissait encore plus frêle que d'habitude. Bonjour Madame Marie, c'est Manon. Je venais voir si vous aviez besoin de quelque chose. La vieille dame lui sourit faiblement. C'est très aimable, ma chère. Je suis juste un peu fatiguée. Manon s'approcha et remarqua une ecchymose sur le bras de la vieille dame, à demi dissimulée par sa manche. Elle la toucha délicatement. Madame Marie, qu'est-il arrivé à votre bras? La vieille dame rabattit vivement sa manche. Oh, rien du tout, ma chère. Vous savez, à mon âge, on se fait des bleus pour un rien. Je me suis cogné contre le cadre de la porte. Manon n'insista pas, mais d'autres indices ne lui échappaient pas, la façon dont Marie se crispait au moindre bruit de pas dans le couloir, le tremblement de ses mains à la simple évocation du nom de Sandrine, ses cernes profonds trahissant des nuits blanches. J'ai apporté un livre, dit Manon pour changer de sujet. Voudriez-vous que je vous en lise quelques passages? Les yeux de Marie s'animèrent. Avec grand plaisir. Il y a si longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de parler littérature. Pendant 1 heure, Manon lui lut des extraits de Marcel Pagnol. Marie écoutait, attentive, faisant parfois des commentaires d'une grande finesse. Ce moment de partage révéla à Manon la vivacité d'esprit qui se cachait derrière cette apparente fragilité. Vous aimez beaucoup la lecture, n'est-ce pas? Demanda Manon. Oh oui. J'ai été enseignante, vous savez?
J'ai enseigné la littérature pendant près de 40 ans au lycée d'Honfleur. C'est là que j'ai connu Jean, mon mari. Il était professeur d'histoire. C'est formidable. Je viens d'obtenir mon diplôme de pédagogie. Les yeux de Marie s'illuminèrent. Vraiment? Quelle belle coïncidence. Vous comprenez donc le pouvoir de l'éducation. Elles discutèrent passionnément de livres et de pédagogie, jusqu'à ce que le bruit d'une voiture les interrompe. Sandrine est de retour, murmura Marie, son visage se fermant aussitôt. Manon perçut ce changement brutal. Ne vous inquiétez pas, Madame Marie. Je vais descendre et lui dire que vous vous reposez. Merci, ma chère, dit Marie en lui prenant la main. Votre présence aujourd'hui a été un véritable réconfort. En bas, Manon croisa Sandrine qui déposait des sacs de shopping dans l'entrée. Elle était vêtue d'un tailleur pantalon blanc immaculé, paré de bijoux discrets mais coûteux. Manon, je croyais que c'était votre jour de repos, fit Sandrine, surprise. Oui, madame, je suis revenue. Je voulais juste m'assurer que Madame Marie n'avait besoin de rien. Le visage de Sandrine se durcit. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ma belle-mère. Je m'en occupe personnellement. Bien sûr, madame. C'est juste que Monique m'avait dit qu'elle ne se sentait pas bien. Marie se plaint toujours de quelque chose, rétorqua Sandrine avec un sourire contraint. C'est une vieille ruse pour attirer l'attention. Nicolas s'est laissé prendre au piège en la faisant venir ici. Maintenant, il nous faut supporter ces comédies. Manon resta impassible, mais l'indignation la gagnait. Je comprends. Je vais aider Monique en cuisine. Elle y trouva la cuisinière en train de préparer une soupe. Monique, une femme noire de 60 ans, travaillait pour les Delacroix depuis l'époque de Monsieur Jean. Elle connaissait tous les secrets de la maison, mais se taisait, de peur de perdre son emploi. Monique, chuchota Manon. Depuis combien de temps Madame Marie subit-elle les mauvais traitements de sa belle-fille? La cuisinière s'arrêta, jetant un regard inquiet vers la porte. De quoi parles-tu, ma petite? J'ai vu les bleus. J'ai vu comment elle change en présence de Sandrine. J'ai entendu des rumeurs au village. Monique laissa échapper un long soupir, semblant prendre 10 ans d'un coup. Ça a commencé dès son arrivée, après sa chute. D'abord des mots blessants, des regards méprisants. Et puis, ça a empiré. Et personne ne réagit? Le patron, Nicolas, est rarement là. Quand il est de passage, Sandrine joue la comédie de la belle-fille parfaite. S'il remarque quelque chose, elle a toujours une excuse toute prête. Et pourquoi Madame Marie ne dit rien à son fils? La peur, la honte, je ne sais pas. Elle ne veut sans doute pas semer la zizanie dans son couple. Elle a peut-être peur qu'il ne la croie pas, ou pire, qu'il la croie mais qu'il la renvoie à Honfleur, loin de sa petite fille qu'elle adore. Manon resta un moment silencieuse, digérant ces informations. Une résolution s'ancrait en elle. Il faut l'aider, Monique. Comment, ma petite? Nous ne sommes que des employés. Notre parole ne pèsera jamais face à celle de Sandrine Delacroix, la femme d'un des plus grands négociants en vin de la région. Il doit bien y avoir un moyen, insista Manon. Nous ne pouvons pas rester complices par notre silence. Cette nuit-là, dans sa petite chambre, Manon pesa le pour et le contre. Son emploi au domaine était une étape importante pour son avenir. Si elle affrontait Sandrine, elle serait renvoyée. Mais comment ignorer la souffrance d'une femme âgée et sans défense? Le visage de Marie, avec son sourire doux et ses yeux tristes, la hantait. Elle pensa à sa propre grand-mère, qui l'avait élevée avec tant d'amour jusqu'à ses 12 ans. Non, elle ne pouvait pas fermer les yeux. Les jours s'écoulaient au domaine des Oliviers, calme en apparence, comme un fleuve dissimulant de dangereux remous. Les champs de lavande, à leur apogée, offraient un spectacle magnifique, contrastant avec le vert des collines. Les touristes de passage s'arrêtaient pour immortaliser ce paysage de cartes postales, ignorant les drames qui se nouaient derrière les murs de la Bastide. Manon achevait sa 2e semaine. Chaque jour lui en apprenait un peu plus sur les dynamiques familiales, confirmant ses pires craintes. Elle avait pris ses habitudes, se lever tôt pour lire, aider Monique en cuisine, faire le ménage le matin et, dès que possible, tenir compagnie à Marie l'après-midi, lorsque Sandrine était de sortie. Un mardi particulièrement chaud, alors qu'elle rangeait l'armoire à linge à l'étage, elle entendit des éclats de voix venant de la chambre de Marie.
La porte était entr'ouverte. Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus de ces cochonneries de médicaments. C'était la voix de Sandrine, cinglante. Vous croyez qu'on a de l'argent à jeter par les fenêtres pour vos maladies imaginaires? Mais le docteur me les a prescrits, Sandrine, répondit Marie, la voix chevrotante. C'est pour ma tension. Nicolas a laissé de l'argent pour. Nicolas m'a laissé de l'argent pour que je le gère à ma guise, la coupa Sandrine. Et je ne le dépenserai pas pour des médicaments superflus. Si vous voulez mourir, faites-le vite, mais cessez de nous importuner et de nous coûter de l'argent. Manon se figea, le cœur battant, et s'approcha doucement de la porte. S'il te plaît, Sandrine, supplia Marie. Ce sont les médicaments que je prends depuis toujours. Peu importe. C'est moi qui décide ici. Et gardez bien ce flacon, car c'est le dernier. Après, débrouillez-vous. Manon entendit des pas et se replia vivement vers l'armoire, faisant semblant de plier des serviettes. Sandrine sortit, claquant la porte. En la voyant, elle s'arrêta, les yeux plissés. « Depuis quand êtes-vous là ?»« Je viens d'arriver, madame, » mentit Manon. « Je rangeais l'armoire, comme vous l'aviez demandé. » Sandrine la toisa un instant, suspicieuse. « Dépêchez-vous. Ensuite, vous laverez ma voiture. Je vais à une soirée de charité à Gordes et elle doit être impeccable. »« Oui, madame. » Dès que Sandrine fut partie, Manon frappa à la porte de Marie. Pas de réponse. Inquiète, elle entra et la trouva assise dans son fauteuil, le visage exsangue, les mains tremblantes, un flacon de pilule presque vide à la main. « Madame Marie, » dit Manon en s'approchant. « Ça va ?» La vieille dame leva des yeux embués de larmes. « Oh, Manon, je ne vous avais pas entendu. J'ai entendu des éclats de voix. Je me suis inquiétée. » Marie essaya de sourire, sans succès. « Ce n'est rien, ma chère, une petite dispute. » Manon s'agenouilla près d'elle, examinant le flacon. « Ce sont vos médicaments pour la tension ? » « Oui, mais il n'y en a presque plus. » Et Sandrine. Elle trouve que ce n'est pas nécessaire. Mais c'est très dangereux. Vous ne pouvez pas vous en passer. Je suis vieille, ma fille. Peut-être que mon heure est venue, je ne serai plus un fardeau pour personne. Ces mots furent un choc pour Manon. Voir cette femme, autrefois une enseignante respectée, réduite à un tel désespoir était insoutenable. « Ne dites pas ça, je vous en prie, » dit-elle en lui prenant les mains. « Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes une femme de valeur qui mérite respect et attention. » Marie lui sourit tristement. « Vous avez bon cœur, Manon. Vous me rappelez une de mes anciennes élèves, Marianne. Elle avait la même fougue, la même révolte contre l'injustice. » Une idée germa dans l'esprit de Manon. « Madame Marie, avez-vous un ami, un parent de confiance? Quelqu'un à qui vous pourriez parler de tout ça ?» La vieille dame réfléchit. « Il y a bien ma sœur cadette, Cécile. Elle vit à Lyon, mais je ne veux pas l'alarmer. Elle a déjà ses propres soucis de santé. Et un ancien collègue? Quelqu'un du temps où vous enseignez? Ah, oui. Pierre Dubois, l'ancien proviseur de mon lycée. Nous étions très amis. Il doit être à la retraite. Avez-vous son numéro, un moyen de le joindre? Je crois bien. Dans mon carnet d'adresses, dans la commode. » Manon trouva le vieil agenda en cuir. Sous le nom de Pierre Dubois, un numéro de téléphone. Elle le mémorisa. « Je vais vous trouver vos médicaments, Madame Marie, » promit Manon. « Comment, ma chère ? Sandrine contrôle toutes les finances. Faites-moi confiance. J'ai quelques économies. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait suffire jusqu'au retour de Monsieur Nicolas. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes. « Je ne peux pas accepter, Manon. Vous travaillez si dur pour votre argent. Je le peux et je le veux. C'est ce qu'il faut faire. » Le même après-midi, profitant d'une course au village, Manon se rendit à la pharmacie. Avec l'ordonnance que Marie lui avait confiée, elle acheta les médicaments, y laissant une bonne partie de son pécule. De retour au domaine, elle les dissimula dans une boîte à biscuits qu'elle cacha dans la chambre de Marie, derrière une rangée de livres, lui recommandant de les prendre en cachette et de laisser le flacon d'origine, presque vide, bien en évidence.
Le stratagème fonctionna. Marie reprit des couleurs. Manon, de son côté, continuait d'observer Sandrine, apprenant à connaître ses habitudes, ses failles. Elle savait qu'elle jouait un jeu dangereux, mais son sens de la justice était plus fort. Le vendredi, Manon répondit au téléphone et reconnut la voix de Nicolas Delacroix. « Bonjour, Manon. C'est Nicolas. Comment ça va là-bas ? » « Tout va bien, monsieur, » répondit-elle prudemment. « Parfait. Je vous appelle pour vous dire que je rentre demain, plus tôt que prévu. J'ai réglé mes affaires plus vite que je ne le pensais et j'ai hâte de rentrer. » « C'est une excellente nouvelle, monsieur, » dit Manon, soulagée. Le retour de Nicolas pourrait être salvateur pour Marie. « Comment va ma mère ? » Manon marqua une pause. Elle se remet d'un petit malaise, mais elle va mieux. Un malaise ? Sandrine ne m'a rien dit. Elle n'a sans doute pas voulu vous inquiéter, monsieur. Rien de grave, une simple baisse de tension. Je vois. Bon, je serai là demain pour constater par moi-même. Surtout, ne dites rien de mon arrivée. Je veux faire une surprise à Chloé et à ma femme. Entendu, monsieur. Votre secret sera bien gardé. Après avoir raccroché, Manon était partagée entre l'espoir et l'angoisse. L'arrivée de Nicolas était une opportunité, mais comment l'exploiter sans risquer son poste, ou pire, sans que Sandrine ne se venge sur Marie ? En fin d'après-midi, alors qu'elle aidait Chloé à faire ses devoirs, un bruit de verre brisé suivi de cris lui parvint de la cuisine. Elle laissa la petite et accourut. Dans la cuisine, Monique était pétrifiée, tandis que Sandrine hurlait en désignant les débris d'une carafe en cristal sur le sol. Incapable. Vous savez ce que ça coûte, ça ? C'est un héritage de la famille de Nicolas. Je suis navré, madame, balbutia Monique. C'est un accident. Elle m'a glissé des mains. Un accident ? Ça arrive une fois, un accident. Vous ne faites que casser des choses, espèce de bonne à rien. Manon vit Marie dans un coin, terrorisée. Quand Sandrine leva la main sur Monique, la vieille dame s'interposa. Ce n'est pas sa faute, Sandrine, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. C'est moi qui l'ai bousculée. Sandrine se tourna vers elle, les yeux flamboyants. Ah, c'était donc vous ? Comme c'est étonnant. Toujours à créer des problèmes, toujours sur mon chemin. Manon intervint. Madame, je peux nettoyer. Il y a du verre partout, c'est dangereux. La ferme, vous, et mêlez-vous de vos affaires. Explosa Sandrine. J'en ai assez de votre trio de comploteuses. On va voir comment vous vous en sortirez quand vous serez toutes les trois à la porte. À ce moment, le téléphone sonna, brisant la tension. Sandrine se ressaisit aussitôt. Je prends, dit-elle en quittant la pièce. Monique s'effondra sur une chaise, les jambes en coton. Marie posa une main réconfortante sur son épaule. Manon commença à balayer les débris. Vous n'auriez pas dû dire que c'était vous, Madame Marie, murmura Monique. Elle va vous le faire payer. Je ne pouvais pas la laisser s'en prendre à vous, mon ami, répondit la vieille dame. Vous avez toujours été si dévoué à ma famille. Le samedi se leva sous une pluie fine, enveloppant le domaine d'une brume mélancolique. Le réveil de Manon sonna à 5h30. Sa nuit avait été courte, peuplée de scénarios pour l'arrivée de Nicolas. Elle rejoignit Monique en cuisine. La cuisinière préparait déjà la pâte des gougères. « Bonjour, Monique, » dit Manon à voix basse. « Monsieur Nicolas arrive aujourd'hui. Il m'a appelé hier. » Monique écarquilla les yeux. « Dieu soit loué. Peut-être que ça va enfin changer. Il a demandé la discrétion. Il veut faire une surprise. » Compris. Je vais lui préparer son plat préféré, un filet en croûte. Faut-il prévenir Madame Marie ? Manon réfléchit. Non, mieux vaut pas. Madame Sandrine pourrait le remarquer. Moins on est au courant, mieux c'est. Elles travaillèrent en silence. À 7h, Sandrine descendit, impeccable dans sa tenue de sport, comme si de rien n'était. Bonjour, lança-t-elle froidement. Le petit déjeuner est prêt ? Oui, madame, répondit Monique. Parfait. Chloé et moi partons juste après. J'ai un cours de pilates à Gordes,
et ensuite j'emmène Chloé à un anniversaire. Nous ne serons de retour que tard ce soir. Dois-je vous préparer un déjeuner? Demanda Monique. Non. Nous mangerons en ville. Préparez juste quelque chose de simple pour Marie. Pas la peine de faire des folies pour elle. Manon et Monique échangèrent un regard entendu. L'absence de Sandrine et Chloé était une aubaine. Après leur départ dans le grand Renault Espace Noir, Manon sentit un poids s'enlever de ses épaules. C'était comme si toute la maison respirait mieux. Marie descendit vers 9 heures. Elle semblait plus sereine, sans doute grâce à l'absence de Sandrine et à ses médicaments. « Bonjour, mes chers, dit-elle avec un sourire. Quel calme aujourd'hui. Madame Sandrine et Chloé sont parties pour la journée, expliqua Monique. Oh, quelle bénédiction, soupira Marie, visiblement soulagée. Voudriez-vous m'accompagner au jardin après le petit déjeuner? Demanda-t-elle à Manon. Vos orchidées ont quelques feuilles jaunes, j'aimerais que vous m'appreniez à les soigner. Le visage de Marie s'éclaira. Avec le plus grand plaisir, ma chère. Après le petit déjeuner, elles allèrent au jardin. Le soleil avait percé les nuages. Telle une professeure passionnée, Marie expliqua à Manon tous les secrets de l'entretien des orchidées. Vous savez, Manon, les orchidées sont comme les êtres humains, dit-elle. Chacune a sa personnalité, ses besoins. Mais toutes, sans exception, ont besoin de respect et de soins. Et toutes méritent de s'épanouir, n'est-ce pas? Compléta Manon. Exactement, ma chère. Exactement. Vers midi, Manon entendit le bruit d'une voiture. C'était la berline de Nicolas. Son cœur s'emballa. Monsieur Nicolas est là, cria Monique depuis la cuisine. Manon sortit sur le perron juste au moment où Nicolas se garait. Il semblait fatigué mais lui sourit. Bonjour, Manon. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Tout est calme. Votre mère est dans le jardin. Nicolas parut soulagé. Parfait. Je m'inquiétais depuis notre appel. Et Sandrine et Chloé? Elles sont sorties pour la journée. Nicolas hocha la tête et entra. Je vais voir ma mère. Manon assista à leur retrouvaille. Marie, en voyant son fils, laissa éclater un sourire radieux, le premier vrai sourire que Manon lui voyait. Nicolas la serra tendrement dans ses bras. Le déjeuner, servi sur la terrasse, fut animé. Nicolas racontait son voyage, Marie l'écoutait avec intérêt. En servant la crème brûlée, Manon fut frappée par la transformation de Marie en présence de son fils. Elle rayonnait, sa voix était plus assurée. Après le repas, tandis que Marie faisait la sieste, Nicolas convoqua Manon dans son bureau. « Alors, Manon, dit-il. Comment va réellement ma mère? Dites-moi la vérité. » La jeune femme hésita. Le moment était venu. « Monsieur, votre mère. Elle est très différente quand vous n'êtes pas là. » Comment ça, différente? Plus renfermée, plus anxieuse. Comme si elle avait peur en permanence. Nicolas fronça les sourcils. Peur? Ma mère n'a jamais été peureuse. Je sais, monsieur. Elle a été enseignante toute sa vie, une femme forte et indépendante. Alors, que se passe-t-il, selon vous? Manon prit son courage à deux mains. Monsieur, j'ai été témoin d'interactions entre votre mère et votre femme qui m'ont beaucoup inquiété. Le visage de Nicolas se figea. Quel genre d'interaction? Des mots durs, des humiliations. Et j'ai vu des ecchymoses sur les bras de Madame Marie. Nicolas se leva d'un bond et alla à la fenêtre. Il resta un long moment silencieux. Vous êtes en train de me dire que ma femme est physiquement violente avec ma mère? Demanda-t-il enfin. Je ne fais pas que le suggérer, monsieur. J'affirme ce que j'ai vu. Manon lui raconta tout, les médicaments confisqués, les insultes, les brimades quotidiennes. Elle lui décrivit l'emprise totale de Sandrine sur la vie de Marie. Nicolas l'écouta sans l'interrompre, le visage fermé. Quand elle eut fini, il se laissa tomber sur sa chaise, la tête entre les mains. Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle jamais rien dit? Par honte, peut-être, monsieur. Ou par peur de détruire votre mariage. Ou simplement par peur que vous ne la croyiez pas. Je l'aurais cru.
c'est ma mère. Avec tout mon respect, monsieur, votre femme est très persuasive, et vous êtes rarement à la maison. » Ces mots firent l'effet d'un électrochoc à Nicolas. C'était la vérité. Il avait fait une confiance aveugle à Sandrine, fermant les yeux sur des signes qui, avec le recul, lui paraissaient évidents. « Que dois-je faire » murmura-t-il. « Observez, monsieur. Soyez vigilant. » La vérité finit toujours par éclater. À cet instant, le téléphone de Nicolas sonna. C'était Sandrine, annonçant son retour anticipé. « Elles seront là d'ici 1 heure, » dit Nicolas à Manon. « Ne dites rien de notre discussion. Je veux voir par moi-même. »« Entendu, monsieur. » En sortant du bureau, Manon croisa Marie, qui avait l'air inquiète. « Tout va bien, Manon ?»« Oui, Madame Marie. Monsieur Nicolas voulait juste prendre de vos nouvelles. »« Et que lui avez-vous dit ?»« Juste la vérité. Que vous êtes une femme admirable, qui m'apprend beaucoup sur les plantes et la littérature. » Marie sembla rassurée. Vers 16 heures, la voiture de Sandrine arriva. Chloé se jeta dans les bras de son père. « Papa. Papa. Tu es rentré. » Sandrine descendit plus calmement, passant de la surprise à un sourire éclatant. « Nicolas, quelle merveilleuse surprise. »« J'ai voulu vous faire la surprise, » répondit-il, tout en observant sa femme d'un œil nouveau. Le soir, au dîner, Nicolas ne quitta pas Sandrine des yeux. Il nota sa façon de couper la parole à Marie, les regards menaçants qu'elle lui lançait. « Manon, » dit Sandrine après le dessert, « servez une tisane à Marie. Il se fait tard pour elle. »« Il n'est que 20 heures, Sandrine, » remarqua Nicolas. « Maman a toujours été une couche tard. »« Les temps changent, mon chéri, » répondit Sandrine avec condescendance. « Votre mère a besoin de repos. » Nicolas fronça les sourcils, agacé par cette façon de parler de sa mère comme si elle était une enfant. « Je crois que maman est assez grande pour savoir ce dont elle a besoin, » dit-il d'un ton calme mais ferme. « Et si elle veut veiller un peu ce soir pour discuter avec moi, je ne vois aucun inconvénient. » Un éclair de colère passa dans les yeux de Sandrine, aussitôt masqué par un sourire forcé. Marie adressa un regard de gratitude à son fils, un regard qui en disait long et qui fendit le cœur de Nicolas. Après le dîner, Nicolas proposa une partie de cartes. Sandrine accepta en traînant les pieds. La partie fut tendue. « La mémoire vous joue des tours, on dirait, Marie ?» lança Sandrine lorsque la vieille dame mit du temps à jouer. « Ma mère a toujours été une fine stratège, » la défendit Nicolas. Et contre toute attente, Marie remporta 2 manches d'affilée. Vers 22 heures, Nicolas accepta de clore la partie. « Je raccompagne maman à sa chambre, » annonça-t-il. « Pas la peine, mon chéri, » s'empressa de dire Sandrine. « Je m'en occupe. »« C'est bon, » insista Nicolas. « Je veux lui parler un peu en privé. » Dans le couloir, à l'abri des oreilles de Sandrine, Nicolas se lança. « Maman, est-ce que tout se passe bien avec Sandrine quand je ne suis pas là ?» Marie s'immobilisa, son corps se raidissant. Dans son regard fatigué, Nicolas lut la peur, l'hésitation, et une immense tristesse. « Pourquoi cette question, mon fils ? » « Parce que j'ai remarqué des choses. Ta façon de te contracter quand elle s'approche, d'éviter son regard. » Marie resta silencieuse un long moment. Puis elle soupira. « Ton père et moi t'avons toujours appris que la vérité, même si elle fait mal, est la seule voie possible, » dit-elle, sa voix se raffermissant. « Je ne voulais pas m'immiscer dans ton mariage, Nicolas. Maman, dis-moi la vérité, je t'en prie. » La vérité, c'est que Sandrine n'est pas celle que tu crois. En ton absence, elle est une autre femme. Les mots doux deviennent des insultes, des menaces. Elle me prive de mes médicaments, me sert des plats froids. Elle m'interdit de voir Chloé seule. La voix de Marie se brisa. Et parfois, ce ne sont pas que des mots. Une bousculade par-ci, un pincement par-là. L'histoire du lavoir, ce n'était pas la première fois. Nicolas eut l'impression que le monde s'écroulait. La rage l'envahit, mêlée à une culpabilité dévorante. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il en la prenant dans ses bras. « J'avais peur, mon fils. Peur que tu ne me crois pas, ou pire,
Que tu me crois mais que tu choisisses quand même de rester avec elle. Je ne supportais pas l'idée de te séparer de ta fille. Un bruit dans le couloir les fit sursauter. C'était Chloé, en pyjama. Papa, mamie, pourquoi vous pleurez? Ce n'est rien, ma puce. Mamie me racontait des histoires de quand j'étais petit. Demain, mon trésor, lui promit Marie en l'embrassant. Il est l'heure de dormir. En revenant, Nicolas trouva sa mère assise sur son lit. Que vas-tu faire, Nicolas? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Affronter la vérité. Le lendemain matin, un dimanche ensoleillé, Nicolas descendit en cuisine, les traits tirés. Bonjour. Manon, pouvez-vous me rejoindre dans mon bureau après avoir servi ma mère? 20 minutes plus tard, Manon entra dans le bureau. J'ai parlé à ma mère hier soir, annonça Nicolas. Elle a tout avoué. Manon se sentit à la fois soulagée et inquiète. Que comptez-vous faire, monsieur? D'abord, je tiens à vous remercier pour votre courage. Sans vous, je serais peut-être encore dans l'ignorance. Aujourd'hui, je vais avoir une explication avec Sandrine. Mais avant, je veux mettre ma mère et Chloé à l'abri. Monique va les emmener en ville pour la journée. Pendant ce temps, restez dans les parages, discrètement. Manon comprit. Il voulait un témoin. Je serai là, monsieur. À 10 heures, Monique, Marie et Chloé partirent. Sandrine, qui comptait paraisser au bord de la piscine, n'y vit aucun inconvénient. Nicolas la rejoignit, un verre de vin blanc à la main. Il faut qu'on parle, Sandrine. Bien sûr, mon amour, répondit-elle en retirant ses lunettes de soleil. Nicolas ne tourna pas autour du pot. Je veux parler de ma mère. Je suis au courant de tout. Les abus, les humiliations, la violence. Le visage de Sandrine se décomposa, son masque de perfection se fissurant pour laisser place à une fureur glaciale. De quoi parles-tu? Qui a osé inventer de tels mensonges? Personne n'a eu besoin d'inventer quoi que ce soit. J'ai vu moi-même hier, et ma mère a tout confirmé. Sandrine se leva d'un bond, renversant son verre. Cette vieille manipulatrice. Elle a toujours voulu nous séparer. Et les bleus? Et la scène du lavoir? Et les médicaments? Des accidents. Elle est d'une maladresse incroyable. Et pour les médicaments, je ne fais que gérer le budget. Nicolas se leva à son tour. Assez de mensonges, Sandrine. Je sais tout. Les yeux de Sandrine lançaient des éclairs. Tu n'imagines pas ce que c'est que d'être enfermé dans ce trou perdu pendant que tu fais le tour du monde. Tout ce que j'ai, c'est une vieille peau insupportable qui me colle au basque avec ses leçons de morale. Si tu étais si malheureuse, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Pourquoi t'en prendre à une femme âgée et sans défense? Te parler? Entre deux avions? Tu nous as laissé tomber, Nicolas. Ça n'excuse en rien ce que tu as fait à ma mère. Ta mère, toujours ta mère. Il n'y en a que pour elle. C'est ma mère, Sandrine. La femme qui m'a mis au monde, que j'ai accueillie ici en pensant qu'elle serait en sécurité, entourée d'amour. Et moi? Et notre mariage? Ça ne compte pas? Un mariage fondé sur le mensonge et la cruauté? Non, ça ne compte plus. Les yeux de Sandrine s'agrandirent. Que veux-tu dire? Je veux dire que c'est fini, Sandrine. Je ne peux plus te faire confiance. Je demande le divorce. Son visage devint calculateur. Réfléchis bien, Nicolas. Je suis la mère de ta fille. Si tu me quittes, tu ne la reverras plus. Ne me menace pas. J'ai des preuves de tes agissements. Des témoins. Aucun juge ne te donnera la garde d'un enfant après ça. Le mot « témoin » fit réagir Sandrine. Elle balaya la pièce du regard et aperçut Manon, près de la porte. Vous? Hurla-t-elle. C'est vous qui lui avez monté la tête, espèce de vipère. Vous êtes viré. C'est moi qui décide qui travaille ici, intervint Nicolas. Et non seulement Manon reste, mais elle aura une augmentation pour son honnêteté. Sandrine comprit qu'elle avait perdu la partie et changea de stratégie. Elle fondit en larmes. Nicolas, mon amour, tu es sous le coup de l'émotion. J'étais à bout de nerfs.
J'ai fait des erreurs, je le reconnais. Mais on peut tout arranger. Nicolas recula. Non, Sandrine. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Fais tes valises et quitte cette maison avant ce soir. Tu ne peux pas me mettre dehors. Cette maison est aussi la mienne. Faux. Le domaine appartient à ma famille depuis des générations. L'acte de propriété est à mon seul nom. Le visage de Sandrine devint livide. Et Chloé? Chloé reste avec moi en attendant que la justice statue sur la garde. Tu auras un droit de visite. C'est de la séquestration. J'appelle la police. Fais donc. Et explique-leur pourquoi une femme de 73 ans est couverte de bleu. Sandrine sut qu'elle était au pied du mur. Son visage se durcit de haine. Tu le paieras, Nicolas Delacroix, siffla-t-elle. Personne ne m'humilie de la sorte impunément. Tes menaces ne me font plus peur, Sandrine. Manon, appela Nicolas. Voulez-vous bien accompagner madame à sa chambre pour qu'elle fasse ses bagages, et appeler un taxi? Je n'ai pas besoin d'une nounou, cracha Sandrine. Elle tourna les talons et partit d'un pas rageur. Nicolas soupira, se tournant vers Manon. Surveillez-la discrètement, s'il vous plaît. Je me méfie de ses réactions. Je comprends, monsieur. Et je suis sincèrement désolé. Ne le soyez pas. Je vous suis infiniment reconnaissant. Sans vous, je vivrais encore dans le mensonge. 3 heures plus tard, Sandrine quittait le domaine en taxi avec 2 valises, jurant de revenir avec ses avocats. Quand Monique, Marie et Chloé rentrèrent, le soleil se couchait. La petite dormait, épuisée. Marie, elle, semblait avoir rajeuni. Nicolas les attendait sur le perron. « Où est Sandrine ?» demanda Marie. « Elle est partie, maman, » répondit Nicolas sobrement. « Nous avons eu une discussion et... elle ne vivra plus avec nous. » Marie hocha la tête, sans manifester de joie, mais avec une profonde compréhension. « Et Chloé ? Que va-t-on lui dire ? » La vérité, le plus doucement possible. Que papa et maman ne vivront plus ensemble, mais que nous l'aimerons toujours tous les deux. Tandis que Monique couchait Chloé, Nicolas et Marie s'installèrent sur la terrasse, regardant les étoiles apparaître. « Je suis tellement désolé que tu aies dû endurer tout ça, maman, » dit Nicolas. « J'aurais dû voir plus tôt. » Ne te culpabilise pas, mon fils. Sandrine était une excellente comédienne. Et j'ai eu tort de me taire. Maintenant, on peut repartir à zéro. Je te promets d'être plus présent, de prendre soin de toi et de Chloé. Marie lui sourit, un vrai sourire qui illumina son visage. Je le sais, Nicolas. Tu as toujours été un fils et un père merveilleux. Et tu seras aussi un excellent célibataire, ajouta-t-elle avec une pointe d'humour retrouvée. Les semaines suivantes, une nouvelle vie s'installa au domaine des Oliviers. La maison, libérée de sa tension, devint un havre de paix. Marie, épanouie, se lança dans le soutien scolaire pour les enfants du village, retrouvant sa passion d'enseigner. Son regard pétillait à nouveau. Chloé, après le choc de la séparation, s'épanouit dans cette nouvelle atmosphère d'amour. La garde principale fut confiée à Nicolas. Ce dernier réorganisa son travail pour être plus présent. Manon, dont l'emploi ne devait être que passager, accepta de rester. Nicolas lui proposa de devenir la tutrice de Chloé et l'assistante de Marie dans son projet pédagogique, avec un salaire conséquent et une chambre dans la maison principale. Un dimanche, 3 mois plus tard, le domaine accueillait un déjeuner dans le jardin. Les invités étaient d'anciens collègues de Marie. Parmi eux, Pierre Dubois, l'ancien proviseur. Tous 2 veufs, ils se découvrirent une complicité qui allait au-delà des souvenirs. De la terrasse, Nicolas regardait sa mère rire aux éclats, entourée d'amis, tandis que Chloé jouait sur la pelouse sous l'œil bienveillant de Manon. Monique, à ses côtés, servait de la citronnade. « Je n'aurais jamais cru revoir votre mère ainsi, » dit la cuisinière, émue. « On dirait qu'elle a rajeuni de 10 ans. » Nicolas acquiesça, le cœur rempli de gratitude. C'est comme si le domaine était enfin redevenu un foyer, n'est-ce pas? Oui, patron. Un vrai foyer. Le soir, la famille se réunit pour une partie de cartes. Chloé, Marie, Nicolas et Manon riaient et plaisantaient, tissant de nouveaux liens. Dehors,
la lune éclairait les champs de lavande. Le domaine, témoin de tant de souffrances, abritait désormais une famille unie non par les liens du sang, mais par un choix conscient d'amour, de respect et de bienveillance. Marie, en regardant son fils et sa petite-fille, mesura le chemin parcouru. Elle pensa à ces orchidées, qui ont parfois besoin de traverser des périodes de repos pour refleurir, plus belles et plus fortes. La vie, peut-être, était ainsi faite. Des épreuves qui, une fois surmontées, ouvrent la voie à des renaissances inespérées. Quand Chloé, dans un cri de joie, annonça sa victoire, tout le monde l'applaudit. Et dans ce simple applaudissement se trouvait la plus grande leçon apprise par cette famille, l'importance de ne jamais se taire face à l'injustice, de tendre la main à ceux qui souffrent, et de comprendre que la vraie richesse d'un foyer ne se mesure pas à ses murs, mais à la capacité de ses membres à se protéger, se respecter et s'aimer sans condition. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marie et de sa famille au domaine des Oliviers vous a touché. Ce récit nous rappelle qu'il est crucial d'être attentif aux signes de maltraitance envers nos aînés et que le courage d'une seule personne peut tout changer. Pour d'autres histoires aussi émouvantes, nous vous invitons à consulter la playlist spéciale en cliquant sur le lien à gauche. Si ce récit a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent les méandres de l'âme humaine et les liens qui nous unissent. Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre avis compte énormément pour nous et pour notre communauté.